messieurs, bienvenue sur TPT+. Ensemble, nous partageons l'information. Au sommaire de ce journal, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a reçu en audience M. Crispin Mbadou et Mme Juliana Lumumba le mardi 31 mars 2026. Une campagne de sensibilisation des élèves de l'école DIA a été organisée à l'occasion de la célébration de la 20e journée internationale de la Terre à Sémé. Dans une annonce, le ministre israélien a déclaré que l'armée de son pays avait l'intention d'occuper une partie du sud du Liban. Voilà l'essentiel des titres, à présent le journal. Merci de choisir TPT+, pour vous informer. Ouvrons ce journal. Le mardi 31 mars, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a accordé une audience à M. Crispin Mbadou et Mme Juliana Lumumba. Les précisions dans ce reportage. La République démocratique du Congo, grand pays francophone dans le monde, va présenter une candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, dont l'élection aura lieu en novembre prochain au Cambodge. C'est dans ce cadre que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a débuté ce mardi une délégation auprès de son homologue Denis Sassou Nguesso, conduite par le ministre délégué en charge de la francophonie, Crispin Mbadou Fadjou, pour solliciter le soutien à cette candidature portée par Juliana Lumumba, ancienne ministre de la francophonie sous le président Joseph Kabila. Nos deux pays sont une seule et même famille. Et dans une famille, il y a un chef de famille qui est notre patriarche commun, qui est notre barouba commun. Évidemment, avant de commencer cette tournée, il était nécessaire de passer par Brazzaville pour avoir non seulement cette bénédiction, mais les conseils, les orientations et solliciter le soutien sans faille de cette candidature. La candidate de la RDC au secrétaire général de l'OIF, qui n'est autre que la fille de l'ancien Premier ministre émérite Patrice Lumumba, a saisi cette occasion pour décliner sa vision de la francophonie une fois élue. Ce que je prône, une francophonie vivante, une francophonie unie, une francophonie plus inclusive, une francophonie des peuples. Non seulement que la francophonie sorte de la routine internationale qui est tout à fait normale, mais nous voulons une francophonie de peuple. Nous voulons redynamiser la francophonie pour qu'elle soit là où elle a été, c'est-à-dire une grandeur, une ouverture, aller vers l'autre, aller être unis, être plus solidaire, plus inclusif. À noter que l'actuel secrétaire général de la francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, est également candidate à sa propre succession. Du provisoire au définitif, le processus électoral a suivi son cours jusqu'à son aboutissement institutionnel. Après l'annonce des résultats par la Cour d'appel, la Cour constitutionnelle est venue sceller sans équivoque la victoire du président Denis Sassou Nguesso tout en rejetant le recours de Dave Mafula. Les détails avec Michel Opakwele et Welcome Ayonde. La séquence électorale connaît son épilogue juridique. Saisie d'un recours en annulation du scrutin, la Cour constitutionnelle a examiné les griefs formulés par Dave Mafula qui dénonçait des irrégularités successibles, selon lui, d'entacher la sincérité du vote. Après délibération, la haute juridiction a rejeté cette requête, estimant que les éléments présentés ne permettaient pas de remettre en question la régularité du processus électoral. Une décision qui vient consolider définitivement les résultats proclamés. Dans le paysage politique, si certains acteurs ont choisi de s'aligner sur la décision des institutions, d'autres voix continuent de s'élever pour contester la légitimité du processus, dont Dave Mafula maintient toujours ses réserves malgré le rejet de son recours. Le constat que nous avons fait, cela n'enlève pas la vérité de ce qui s'est réellement passé. Dans notre pays, ce que nous cherchons avant tout, c'est son avancement. Et en tant que politique, je suis attaché à une notion, la notion de légitimité.
Réunie en audience publique le 28 mars sous la conduite de son président Auguste Iloki, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du président Denis Sassou Nguesso, crédité de 94,90% des suffrages exprimés, un score légèrement revu à la hausse par rapport au résultat provisoire qu'il annonçait à 94,82%. Une victoire nette dès le premier tour qui consacre la continuité du pouvoir en place. Cette validation met un terme à toute contestation sur le plan institutionnel. Le candidat Denis Sassou Nguesso, ayant obtenu 2 509 456 voix, soit 94,90% des suffrages exprimés, et donc plus de la majorité absolue des suffrages exprimés dès le premier tour de l'élection du président de la République, scrutin des 12 et 15 mars 2026, est déclaré élu président de la République. Le rideau est définitivement tombé sur les scrutins des 12 et 15 mars dernier. Dans la continuité des institutions, Denis Sassou Nguesso s'apprête désormais à entrer dans une nouvelle phase avec une prestation de serment annoncée pour le 16 avril 2026 au stade de la Concorde de Kintélé. Allons dans le département de la Sangha où à l'occasion de la célébration de la 20e journée internationale de la Terre sous le thème « Donnons une heure pour la Terre », WWF éthique sous les auspices de son chargé de communication WWF Axil Gomoganga vient d'organiser une campagne de sensibilisation des élèves de l'école Dia et la population à quelques encablures de Sembe. Les précisions avec Blaise Ebika. Organisé dans le cadre de Earth Hour 2026, autrement dit, donner une heure pour la Terre, une journée communautaire de sensibilisation dans le paysage éthique afin de promouvoir la conservation des espèces fauniques emblématiques, de renforcer la compréhension des enjeux liés au conflit homme-éléphant et d'encourager une meilleure coexistence entre les communautés locales, les populations autochtones et la faune sauvage. Tel a été l'objectif général de cette campagne. De façon spécifique, il s'agissait entre autres de sensibiliser les élèves et les dites communautés à la conservation des espèces emblématiques du paysage éthique, notamment l'éléphant, le gorille et le chimpanzé, de renforcer la compréhension des communautés sur les causes, les conséquences et les solutions liées au conflit homme-éléphant, en particulier sur la dévastation des champs par ces espèces fauniques, et enfin de valoriser le rôle des élèves comme ambassadeurs de sensibilisation communautaire à travers des récitations, chants, messages éducatifs et interactions avec les habitants. En voici l'illustration en dialecte local. Axil Gomoganga, le chargé de la communication de WWF, précise l'importance et les enjeux de ce grand événement de portée mondiale. Et donc aujourd'hui nous sommes réunis ici pour célébrer ce que nous disons en anglais Earth Hour, en français l'heure de la Terre. C'est un événement que le WWF organise chaque année et particulièrement cette année c'est la 20e édition. Nous sommes venus rappeler au village de Dia qu'il est important de donner une heure pour la terre. Mais dans ce village, les populations sont victimes du conflit homme-faune. C'est-à-dire que les animaux procèdent à la dévastation des champs. Et donc nous, il était important pour nous de venir rencontrer les populations de ce village, déjà pour continuer à les encourager à ne pas se sentir abandonnés. Nous avons besoin des animaux pour préserver la terre, pour préserver nos forêts, notre environnement et notre nature en général. Le chef de village Dia, Dimitri Borois, est très satisfait de l'action menée par le programme WWF éthique
pour la promotion de la conservation de la faune et du soutien apporté aux communautés locales et populations autochtones victimes de la dévastation de leurs champs par la faune sauvage. Là pour sensibiliser la population, préserver notre forêt. Un avantage, parce que d'abord la sensibilisation, l'avantage est pour la population, pour nous tous. Donc de ma part, je suis très ravi. Si les enfants sont là, parce que c'est l'avenir de demain, ils doivent être sensibilisés par rapport à ce que nous venons de recevoir ce matin. Oui, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a plusieurs espèces qui sont là en voie de disparition. Et avec ces projets, avec la sensibilisation, ça va les conserver et garder. Raison pour laquelle je suis joyeux ce matin. À noter que le mérite de cette campagne est qu'une cinquantaine d'élèves de l'école primaire et les membres des communautés locales et populations autochtones du village Dia ont été mobilisés et sensibilisés sur l'importance de la conservation des espèces fauniques emblématiques et sur les principes de coexistence avec ces dites espèces de faune sauvage. La salle de conférence de la préfecture de la Sangha a servi le samedi 28 mars de cadre pour une conférence débat organisée à l'occasion de la célébration différée de la Journée internationale des droits de la femme sous les auspices du secrétaire général du département de la Sangha, Serge Thibault Mouélé Babiessa. Blaise Ibika pour ce reportage. Plus de 300 femmes venues de tous les quartiers de la ville de Ouesso ont submergé la salle de conférence de la préfecture de la Sangha pour participer activement à la conférence débat organisée par la directrice départementale de la promotion de la femme de la Sangha. 3 moments forts ont dominé cette cérémonie. Le premier a été celui des allocutions de circonstance du secrétaire général du département de la Sangha, Serge Thibault Mouélé Babiessa, qui a salué l'organisation de cette journée à Ouesso, question de sanctifier le rôle et la place de la femme dans la société congolaise. Dans notre département, des avancées sont à noter en matière de représentation féminine. Sur 6 sénateurs, 3 sont des femmes, et sur 9 députés, 2 sont des femmes. Ces résultats sont encourageants. À cet effet, le gouvernement de la République réaffirme son engagement en faveur de la promotion des droits de la femme, de son autorisation et de son implication accrue dans les instances de décision. Ensemble, poursuivons nos efforts afin de faire de l'égalité entre les hommes et les femmes une réalité concrète au service du développement harmonieux de notre département et de notre pays. La deuxième allocution a été celle de la directrice départementale de la promotion de la femme de la Sangha, Yvette Melanda, qui a insisté sur l'importance de cette célébration, un moment ultime de la prise de conscience de la femme, de ses droits et devoirs. Cette date n'est pas une simple célébration festive, elle est avant tout un symbole de lutte, de courage et de sacrifice. Nous avons le devoir de redonner au 8 mars toute sa valeur. Cela ne passe pas seulement par des discours, mais surtout par des actions concrètes au quotidien dans nos foyers, nos communautés et nos milieux professionnels. Le deuxième moment a été marqué par des exposés sur les thèmes droit, action et justice pour toutes les femmes et filles, présentés par Reine des Anges Lumba, et sur les avantages du planning familial, présenté par Olga Solange Montinou. Dans la loi numéro 27, toujours de notre loi dans l'article numéro 27. L'État doit créer toutes les conditions permettant de prévenir la victimisation secondaire et d'éviter que la victime subisse toute pression de quelque nature que ce soit. À cet effet, la victime a le droit d'être entendue dans un environnement protégé. Une familiale et ça la biso to zemi na tango ekoki to sutuka boye zemi te olali olamuki na tongo zemi mvulo yezo yaka zemi et yali bien te ni wana pour éviter makambo wana tout to kota planning familial. Le troisième moment a été la série de questions-réponses assortie d'un échange interactif sur la nécessité pour les femmes de s'émanciper, soutenue et éclairée par la loi Moïbara, déjà disponible
et pratiquée dans les instances judiciaires du pays. Au sorti de cette conférence débat animée par le groupe Chemin d'adoration de l'artiste et musicien Chris Mwanza, les femmes de la Songa, très heureuses, ont pris le ferme engagement de contribuer aux côtés de leurs partenaires hommes pour le développement socio-économique du Congo. Dans une dynamique de résolution tournée vers la responsabilité sociétale et environnementale, la société agroalimentaire Sofat Industries a réuni la presse autour d'un dîner d'échange pour le lancement officiel de son projet structurant Tata Recycle, une initiative innovante dédiée à la valorisation des déchets. Les objectifs de ce projet ainsi que son impact socio-économique dans ce reportage de Michel Opakwele et Welcome Ayunde. C'est dans une atmosphère conviviale mais empreinte d'engagement que Sofat Industries a dévoilé les contours de son nouveau projet environnemental Tata Recycle qui s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale avec pour ambition de repenser la gestion des déchets. Au centre de ce projet, une vision claire, collecter, trier et recycler pour mieux préserver l'environnement. Une approche qui vise à réduire significativement l'impact écologique des déchets en République du Congo tout en instaurant une culture de valorisation au sein des populations. Face aux professionnels des médias venus nombreux, l'administrateur général de la société a mis en lumière l'importance stratégique de Tata Recycle, présentée comme une réponse concrète aux défis liés à la gestion des déchets. Pourquoi nous avions décidé de lancer ce projet-là? Dans un premier temps, nous voulons signaler que nous-mêmes, nous sommes producteurs de l'eau, du jus et du yaourt. Donc, du coup, nos clients, nos consommateurs sont appelés à jeter les emballages non récupérables dans la nature. Ce qui fait qu'il y a la présence des déchets dans la nature qui ne sont pas récupérés. Et Sofat a décidé de transformer ces défis-là environnementaux à une opportunité d'investissement, de création de richesses et d'emplois. Au cœur de ce projet, un objectif clair, transformer les déchets en ressources utiles à travers la collecte, le tri et le recyclage. Tata Recycle, ambition non seulement de réduire l'impact environnemental des déchets, mais également de promouvoir une économie circulaire durable. Tata Recycle, l'objectif c'est racheter nos emballages auprès des précollecteurs indépendants, valoriser ces emballages ou ces déchets et ce projet va créer indirectement 200 emplois. Nous avions voulu créer 20 personnes par arrondissement, plus la commune de Kintili. Donc nous allons avoir 10 zones à raison de 20 précollecteurs par zone. Nous nous transformons, ces personnes récupèrent nos emballages, ils reviennent nous vendre et nous nous recyclons. La méthode protège l'environnement. Donc tout le monde est gagnant dans l'approche. Interrogé sur l'impact socio-économique de cette initiative, l'administrateur général s'est montré sans équivoque. Selon lui, Tata Recycle constitue un levier important de développement avec à la clé la création d'emplois directs et indirects, notamment pour les jeunes, le développement de nouvelles chaînes de valeur et la structuration du secteur du recyclage encore peu exploité. L'impact ici environnemental, c'est de réduire de façon considérable la présence de nos emballages non récupérables dans la nature, les valoriser, la propriété urbaine, la protection de l'environnement. L'impact économique et social, c'est la création d'emplois pour au moins 200 personnes. C'est une activité qui est génératrice de revenus. Non seulement cette approche crée de l'emploi, mais ça crée aussi de la richesse. Au-delà de l'aspect environnemental, ce projet s'inscrit donc dans une vision plus large, celle d'un développement inclusif où écologie rime avec opportunités économiques. Par cette initiative, Sofat Industries entend ainsi jouer un rôle moteur dans la transition vers un modèle plus respectueux de l'environnement. Avec Tata Recycle, Sofat Industries ne se contente pas d'opposer un acte écologique, elle ouvre la voie à une transformation durable où chaque déchet devient une richesse potentielle et chaque citoyen un acteur du changement. À Brazzaville, la crise d'électricité atteint un niveau critique dans plusieurs quartiers. Les délestages abusifs plongent les populations dans une obscurité devenue insupportable. Entre difficultés quotidiennes, pertes économiques, le ras-le-bol est total. Les détails avec Michel Opakwele, Bonel Missier et Elie Edums.
Depuis quelque temps, un constat s'impose avec force. Les délestages abusifs d'électricité dans plusieurs quartiers de Brazzaville ne cessent de s'intensifier. Ce phénomène, devenu récurrent, alimente aujourd'hui un profond ras-le-bol au sein de la population congolaise. Dans de nombreuses zones de la capitale, les coupures surviennent sans préavis et s'étendent, parfois sur de longues heures, plongeant les habitants dans une situation d'inconfort permanent. Les ménages, les commerçants et les artisans en subissent de plein fouet les conséquences entre pertes économiques, perturbations des activités et dégradation des conditions de vie. Au-delà des désagréments quotidiens, c'est également la sécurité qui est mise à mal. À la tombée de la nuit, l'obscurité favorise les actes de délinquance, accentuant le sentiment d'abandon chez les populations concernées. Vraiment, le courant se débrouille. C'est une zone commerciale. Il n'y a pas le courant ici. Oh non, aujourd'hui, il y a le courant. Le lendemain, il n'y a pas le courant. Aujourd'hui, des fois, il y a certains... Si vous passez seulement la rue Barangouga, vous allez voir, on n'a pas vraiment l'électricité. Là, de l'autre côté, il y a le groupe. Ici, là, il y a le groupe. De l'autre côté, là-bas, le groupe. Donc, ici, on fonctionne seulement avec le groupe. Côté électricité, là, ici, là, vraiment, on a l'électricité. Face à cette situation devenue insoutenable, la population lance un SOS pour une solution immédiate. Donc, on veut juste le changement. C'est quand on veut, c'est le changement. Si le problème de l'électricité à Brazzaville n'est pas nouveau, son aggravation actuelle appelle des mesures urgentes tant sur le plan de la gestion du réseau que des investissements des infrastructures énergétiques. D'où les voix s'élèvent de plus en plus pour exiger des réponses concrètes. Aujourd'hui, plus qu'un simple désagrément, les délestages sont devenus le symbole d'un malaise profond. Et pour de nombreux Congolais, l'heure n'est plus à la patience, mais à l'action. Hors de nos frontières, l'affaire Divine Barga Tangana sécuit le Cameroun. La fillette de 11 ans a été enlevée à Kwangbang, un quartier de Yaoundé, le 18 mars 2026 et son corps a été retrouvé le lendemain dans une maison en chantier portant des traces de viol et de strangulation. Le suspect principal serait le père d'une camarade de classe. Grévin Mbani et Sarabès Moudinga. Je crie justice à tout le monde entier, que justice soit faite. Tout commence le 18 mars 2026 à Yaoundé, une journée ordinaire qui bascule dans l'horreur. Divine Barga Ontaga, âgée de seulement 11 ans, quitte le domicile de sa grand-mère pour se rendre chez une camarade. Elle ne reviendra jamais. Le lendemain, son corps sans vie est retrouvé dans une maison en chantier à quelques mètres de son lieu de disparition. Le choc est immense. Très vite, l'enquête s'accélère et les regards se tournent vers le voisinage. Le 26 mars, un suspect est interpellé. Mouadambé Eric, père de la camarade chez qui la petite Divine était attendue. Il est aujourd'hui accusé de viol et de meurtre. Selon plusieurs témoignages, l'horreur ne s'arrête pas là. Le suspect aurait impliqué son propre fils, âgé de seulement 11 ans, en le plaçant en position de guetteur pendant qu'il commettait l'agression. Une révélation qui ajoute de l'effroi et renforce l'indignation d'une population déjà bouleversée. Ce qui se passe, l'enfant rentre de l'école, c'était vers, je crois, 14 heures. Quand elle rentre, elle ne se sentait pas bien. C'est là que Samuel lui demande que, est-ce que tu as pris ta glycémie le matin? Elle ne répond pas. Maintenant, Samuel prend dans son appareil pour mettre sur sa main, ça ne s'allume pas. On l'amène donc à l'hôpital. C'est là-bas qu'on prend sa glycémie. Et effectivement, la glycémie était élevée. Maintenant, sa maman lui dit donc, ok, comme tu veux toujours déranger les gens, je vais te taper. Entre-temps, on ne la tape même pas à la maison parce qu'on connaît son état de santé. On ne la tape pas. On ne l'a jamais tapée depuis qu'on a su qu'elle est comme ça. Et vous savez donc, ce remède-là, ça se conserve au frais. Et le remède était au congélateur. Sa mère entre donc pour prendre le remède, pour poser, pour que ça se refroidisse. Elle a cru que sa mère partait par la chocotte pour la taper. C'est comme ça qu'elle prend fuite. Quand elle prend fuite comme ça, bon, on s'est dit que non, elle pouvait même se placer quelque part. C'est quand on voit dans 18 heures, quand on se met à sa recherche, on a commencé à chercher. On a cherché partout, jusqu'à 1h du matin, on n'a pas vu. Le lendemain matin, jeudi matin même, nous sommes arrivés dans les zones. Parce qu'elle nous avait dit qu'elle a des camarades là où elle est morte, là, mais on ne connaissait pas la maison. On était même là à côté, mais on n'a jamais su que c'était la maison là. Si on aurait su que c'était cette maison, on l'a sauvée le matin, parce qu'elle était encore vivante. On a cherché l'enfant jusqu'à 1h du matin. Et il se peut que l'enfant a demandé qu'on l'accompagne, elle veut boire les remèdes. Et c'est le monsieur qui dit que non,
il va l'accompagner le matin. L'affaire dépasse rapidement le cadre judiciaire pour devenir un véritable fait de société. Sur les réseaux sociaux, dans les rues et dans les médias, la colère gronde d'une seule voix. Les artistes, les personnalités publiques et des organisations de la société civile s'élèvent d'une seule voix pour réclamer justice. Tous dénoncent un acte d'une rare cruauté et appellent à une sanction exemplaire. Au Cameroun, ce drame ravive avec force la question de la sécurité des enfants. Comment un tel crime a-t-il pu se produire? Quelles mesures doivent être mises en place pour mieux protéger les mineurs de leurs déplacements et au sein de leur environnement proche? Autant d'interrogations qui interpellent les autorités et la société tout entière. Dans cette tragédie qui endeuille une famille et bouleverse une nation, une certitude s'impose. La protection des enfants ne peut plus attendre. Face à l'horreur, l'exigence de justice se transforme en appel d'urgence à la vigilance collective pour que plus jamais une histoire comme celle de Divine ne se... Un pétrolier russe a accosté au port cubain de Montazas mardi, transportant 730 000 barils de pétrole. C'est la première fois en 3 mois qu'un pétrolier a atteint l'île sous blocus énergétique des États-Unis. Suivez. Un pétrolier russe a accosté mardi au port cubain de Matanzas avec à son bord 730 000 barils de pétrole, une première cargaison de brut depuis presque 3 mois. Un soulagement pour les habitants de cette île sous blocus énergétique américain et plongée dans une pénurie de pétrole qui a exacerbé une crise économique profonde. C'est sans aucun doute un immense soulagement pour le peuple cubain, un moment de grande joie pour nous au milieu de toutes les épreuves que nous traversons. C'est un signe que nous ne sommes pas seuls au monde. Cuba produit à peine 40% du carburant dont elle a besoin et dépend des importations pour alimenter son réseau électrique. Cette cargaison devrait permettre de produire environ 180 000 barils de diesel. Des gens de différentes parties du monde apportent leur petite contribution pour améliorer un peu la situation que nous traversons. L'île recevait auparavant la majeure partie de son pétrole du Venezuela, mais ces livraisons ont été interrompues depuis que les États-Unis ont enlevé le président Nicolás Maduro début janvier. Suite à cela, le Mexique a également suspendu ses livraisons de pétrole, craignant des menaces douanières formulées par l'administration Trump. De lourdes frappes ont touché Beyrouth la nuit, Israël affirmant avoir frappé un haut commandant du Hezbollah et un autre membre du groupe. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l'armée de son pays avait l'intention d'occuper une partie du sud Liban. Images et commentaires. Au moins 7 personnes ont été tuées lors de 2 frappes distinctes sur Beyrouth tôt ce mercredi matin, a déclaré le ministère libanais de la Santé. Il a ajouté qu'au moins 24 personnes avaient été blessées alors qu'Israël affirmait avoir frappé un haut commandant du Hezbollah et un autre membre du groupe. D'autres frappes israéliennes ont également touché le sud du Liban alors que de violents affrontements avec les combattants du Hezbollah se poursuivaient. Dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que son pays avait l'intention d'occuper une grande partie du sud du Liban dans les termes les plus fermes utilisés par Israël depuis l'invasion de son voisin du nord. בנוסף תאפשר באופן מוחלט חזרתם דרומית לליטני שלמעלה מ-600,000 תושבי דרום לבנון שהתפנו צפונה עד שיובטח ביטחונם ושלומם של תושבי הצפון. כל הבתים בכפרים סמוכי הגבול בלבנון ייהרסו בהתאם למודל רפיח ובית חנון בעזה כדי להסיר אחת ולתמיד את האיומים סמוכי הגבול מעל תושבי הצפון. Plusieurs réactions politiques, notamment le ministre libanais de la Défense, Michel Menassa, qui a rapidement condamné ces propos, affirmant que ces plans reflétaient une intention claire d'imposer une nouvelle occupation du territoire libanais et de déplacer de force des centaines de milliers de citoyens. Le Premier ministre canadien Mark Carney a de son côté dénoncé le déploiement de troupes israéliennes contre des cibles du Hezbollah au Liban, le qualifiant d'invasion illégale qui viole l'intégrité et la souveraineté du pays. Les autorités libanaises affirment que la guerre a fait jusqu'à présent plus de 1200 morts et déplacé plus d'1 million de personnes. Et enfin, si Viktor Orban est réélu Premier ministre hongrois et maintient son veto sur le prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, l'Union européenne devrait réexaminer la possibilité d'utiliser les actifs russes, a déclaré Kaja Kallas mardi lors d'une visite à Kiev. Suivez.
Face au veto hongrois qui bloque l'aide européenne à l'Ukraine, Kaja Kallas propose de revenir au plan initial, saisir les actifs russes gelés. La chef de la diplomatie européenne s'est exprimée lors d'un déplacement à Kiev pour les commémorations du massacre de Boutcha. C'était il y a 4 ans. Les troupes russes avaient envahi la ville et des centaines de civils y avaient été tués. The loan that we are working right now to deliver, that we agreed in the end of last year, but let me remind you that was actually Plan B. Plan A was the use of frozen assets. So we should also keep in mind that if Plan B does not work, let's go back to Plan A. But we definitely need to deliver Ukraine the financing that they need to resist the Russian aggression. Selon l'agence de presse Bloomberg, l'Ukraine dispose de fonds suffisants pour couvrir ses dépenses militaires jusqu'en juin. Russia must not be left in any position that it could see as better than before, not in territory, not in technologies, not in politics. This is essential for peace and Europe. Volodymyr Zelensky compte par ailleurs tirer des revenus de l'accord de coopération sécuritaire signé avec plusieurs pays du Golfe. Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Vous l'avez compris, c'est la fin du journal. Merci pour votre fidélité. Excellente suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne du monde.